Alors, bien le bonjour à vous. Une fois de plus, merci d'avoir libéré votre temps, votre précieux temps d'ailleurs, et votre calendrier que je présume qui est très chargé pour assister à ce webinaire de PECB Connect sur un thème quand même assez très intéressant sur la cybersécurité. Donc, l'idée derrière, c'était de se dire, bon, voilà, on va aller sur une approche un peu plus conformité, ISO 27001, et par la suite, on va pas mal parler de cybersécurité en soi. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le thème de ce webinaire, c'est ISO 27001 et cybersécurité. Élaborer un plan de cybersécurité axé sur la conformité pour les organisations canadiennes. Donc, avant de rentrer proprement dit dans le vif du sujet, ce que je voudrais quand même préciser ici, c'est que ce qui va être présenté dans les prochaines pages peuvent également s'appliquer à d'autres organisations qui ne sont pas forcément dans la sphère canadienne, mais de prime abord, on a voulu d'entrée de jeu axer ces éléments au niveau des organisations canadiennes. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez naturellement ajuster cela en fonction de votre organisation et de l'endroit dans lequel vous vous situez. Alors, l'agenda de la présentation est axé sur 6 points. Okay? On a essayé vraiment d'aller du général au particulier, toucher les points forts et essayer d'aller à un niveau un peu plus granulaire afin de correctement expliquer les éléments qui peuvent aider les organisations à améliorer leur posture de sécurité. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais me présenter rapidement dans le prochain slide. On va parler un peu de contexte cyber, que ce soit au niveau du Canada et au niveau et dans le monde en général. En 4, on entre proprement dit dans le plan de sécurité suivant la norme ISO 27001. Et en 5, vous pouvez le voir, on va toujours toucher l'élaboration du plan de cyber, mais cette fois-ci en allant voir un peu ce qui se passe au niveau des pratiques de l'industrie et d'autres cadres. Et en 6, bien sûr, on va parler un peu de multiconformité aussi, qui est un bon point, et on verra un peu comment est-ce que les organisations peuvent coupler plusieurs cadres ou plusieurs éléments de conformité afin d'accentuer ou d'améliorer leur posture de cybersécurité et de sécurité de l'information. Alors, qui suis-je? Je présume qu'il y a pas mal de personnes dans l'appel qui me connaissent. Donc, moi, c'est Kevin Moncam, senior en sécurité de l'information, certifié Senior Lead Cyber Security Manager, ISO 27001 LI depuis quand même pas mal de temps, ISO 27002 Lead Manager, ISO 27005 Risk Manager, risque en sécurité de l'information à préciser. J'ai un profil un peu assez atypique, que ce soit au niveau de la conformité GRC, gouvernance, risque et conformité, et d'une part technique. Donc, on va généralement parler des technico-fonctionnels, d'où vous voyez donc mon profil. Je suis également CEH, je suis également certifié testeur d'intrusion professionnelle et depuis pas mal de temps quand même, je suis formateur certifié PECB. Donc, actuellement, je suis au Canada, je fais de la cybersécurité et quand même une passion. Et j'aime bien former, transmettre de la connaissance, d'où le fait que de temps en temps, quand j'ai un peu de la disponibilité, je prends des cours. Je prends des cours et je donne des cours aussi dans les écoles canadiennes au Cameroun et tout récemment, j'en avais donné quand j'étais en France. Donc, Kevin Moncam, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir sur mon profil LinkedIn. On pourra s'écrire, on pourra également discuter des sujets passionnants autour de la cyber. Alors, très rapidement, on entre vraiment dans le vif du sujet
assez vite. Et quelque chose que j'ai voulu faire de très intéressant, c'est de vous présenter deux sphères. OK? La première sphère, c'est du point de vue des organismes canadiennes et d'autre part au niveau du monde. Parce que je me suis dit techniquement, on peut se sentir un peu délaissé si on reste juste focus sur le carré Canada, sans toutefois voir un peu ce qui se passe ailleurs, sachant qu'après, que ce soit les incidents, les incidents de cybersécurité, les vulnérabilités, les menaces peuvent également, pas seulement se trouver au Canada, mais également dans les organisations qui se trouvent un peu de partout dans le monde. Alors, je suis allé vous chercher les statistiques au niveau du Centre canadien de la cybersécurité. D'ailleurs, ils ont sorti un très bon rapport qui s'appelle l'évaluation des cybermenaces 2023-2024, qui est d'ailleurs très bon. Je vous conseille naturellement d'aller également y jeter un coup d'œil. Et au niveau des chiffres, je n'étais pas trop surpris des chiffres parce que c'est quelque chose qu'on voit rouler on voit passer au quotidien quand même au niveau des organisations. On vous parle par exemple de 95% des incidents qui viennent de l'hameçonnage. Et pour ceux qui ne savent pas ici, l'hameçonnage, ça va être une technique qui va être mise en place par un attaquant dans le but vraiment de piéger les victimes, que ce soit par courriel, par SMS, peu importe le moyen. Et 95%, c'est quand même, je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, derrière l'hameçonnage, il y aura des autres techniques que l'attaquant va forcément développer, du social engineering qui va coupler avec l'hameçonnage pour rendre un peu son vecteur plus pertinent. Donc, c'est sans surprise qu'on retrouve bien sûr l'hameçonnage en tête avec un ratio de 95%. Ensuite, là, ils vous disent que 70% des entreprises canadiennes ont été victimes de cyberattaques réussies. Alors, ce que vous deviez savoir également ici, c'est que si on vous disait juste 78% des entreprises au Canada ont été victimes d'une attaque et on s'arrêtait là. Alors, techniquement, ça ouvre beaucoup de questions. Ça ouvre beaucoup de questions dans la logique où on va se dire, OK, c'est clair, une entreprise, du moment que tu fais du chiffre, du moment que tu manipules des renseignements personnels, du moment que tu as de l'argent, tu traites à de l'argent, du moment que tu as une activité quand même qui devient très intéressante, tu es la cible. OK? Mais le point d'en face ici, c'est cyberattaque réussie. Et là, ça devient encore plus fort et plus pertinent. 78%, là, on se rend compte rapidement qu'on est au-dessus de 50%. OK? On est au-dessus de 50%. Et ça devient un peu alarmant d'une certaine façon. Et on se dit, il faut faire quand même très attention. Alors, plus bas, on vous parle du rançon logiciel et techniquement, on vous parle de 59% également des entreprises victimes d'attaques de rançon logiciel. C'est également beaucoup. On est toujours au-dessus de 50%. OK? On est au-dessus de 50%. Et ce n'est pas aussi avec beaucoup trop de surprises parce que pour ceux qui essaient un peu de voir au niveau de ce qui se passe côté CTI, OK, vous pouvez également faire une petite analogie avec des plateformes, par exemple, comme SOGRadar, pour filtrer au niveau des entreprises canadiennes. Et dans la partie rançon logiciel, vous allez voir que techniquement, les chiffres sont aussi alarmants. Et plus bas, on vous dit 64% d'entre elles ont des données chiffrées. Donc, techniquement, c'est une conséquence de la précédente qui est de 59%. C'est clair qu'après, si on a 64% de ces entreprises qui ont des données chiffrées par une clé de cryptage, alors on peut très vite comprendre que les 59%, qui ont été naturellement présentés avant cela, ça touche quand même un point très sensible. Donc, la moyenne des rançons payées, tenez-vous bien, c'est quand même 160 652 dollars canadiens. C'est beaucoup. Maintenant, après, pour ceux qui observent un peu ce qui se passe et au niveau des publications, ce qui est en train d'être dit par rapport aux rançons logicielles, on va vous dire, ouais, payer la rançon, ça incite encore les cyber malveillants ou encore les acteurs malicieux à perpétrer encore plus leur acte.
Mais d'un autre côté aussi, c'est un couteau à double tranchant parce qu'après, si vous avez des données confidentielles de vos membres et clients qui sont chiffrées, vous n'avez pas de sauvegarde derrière, vous n'avez aucun système de continuité ou de reprise des activités, bah après, si on vous dit derrière qu'il ne faut pas payer la rançon, mais on est tous d'accord, il faut que vous continuez à faire des activités. Donc derrière également, ça devient, c'est quand même, c'est vrai que c'est une décision très, très difficile à prendre parce qu'après, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui me garantit que si je paye la rançon, mes données vont être déchiffrées? OK? Donc, vous pouvez payer, on vous redemande encore plus. Donc, vraiment, il y a tout un débat et tout un esprit de conscience, même personnelle, au niveau des organisations sur le est-ce que je paye, est-ce que je ne paye pas, est-ce que le fait de ne pas payer, ça ne va pas dissuader également certaines personnes qui vont entrer dans la sphère du rançongiciel. Alors, et en moyenne, on vous dit seulement 60% des données ont été restaurées. Vous voyez que 60% des données ont été restaurées. Ben après, on ne va pas crier également sur les chiffres, c'est pas en deçà de la moyenne, c'est pas en deçà de 50%. Mais après, on ne dit pas également que c'est 100% des données qui ont été restaurées. Donc, techniquement, si vous faites attaquer par un groupe et que vous avez des données chiffrées, la malchance qui pourrait vous poursuivre, c'est genre vous vous trouvez dans les 40%. Bah, donc, techniquement, les 40%, les données, qu'est-ce qu'on en fait? OK? Est-ce qu'ils vont repayer? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose? Et plus bas, vous avez le lien, là, j'ai mis le lien du Centre canadien pour la cybersécurité, rapport 2023-2024. Donc, c'est un très, très bon document. Ils sont allés vraiment du général au particulier. C'est très complet. Vous pouvez prendre la peine de lire. Donc, uniquement ici, je me suis juste focus sur les chiffres parce que les chiffres, ça parle beaucoup et on est en MIEM en tant qu'organisation ou même en tant que pour les exécutifs de prendre les dispositions afin de mettre en place des ressources appropriées pour éviter qu'un incident de cybersécurité ne puisse survenir. Rapidement également, dans le monde également, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, on ne va pas tirer de long à large, ok? Le CISA, qui fait également un très, très, très bon travail, mentionne également dans son dernier rapport que les logiciels malveillants, ok? Quand on parle de logiciels malveillants, on peut très bien comprendre un peu ce que ça signifie. Le phishing, hameçonnage ou encore, si on essaye de faire l'analogie, et les attaques de type rançongiciel, ransomware en anglais, sont des formes d'attaques les plus courantes. Donc, vous voyez que d'une part, au niveau du Canada, c'est des éléments qui ont été mentionnés, que ce soit au niveau de l'hameçonnage, au niveau du rançongiciel, au niveau des logiciels malveillants. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez un logiciel malveillant, si vous avez un logiciel malveillant, ça peut entraîner des impacts très, très, très variés et même aller jusqu'au rançongiciel. Ou si vous installez un logiciel malveillant, ça peut créer ce genre de conséquences-là. Donc, sans surprise, on se rend compte également qu'au niveau mondial, ce sont des mêmes types d'attaques qui rentrent dans le top, peut-être pas dans le top 5, mais dans le top 10. Donc, si on essaye même de pousser un peu en profondeur, on pourra très bien se rendre compte que ces types d'attaques rentrent même dans le top 5. Donc, c'est avec pas trop de surprise également qu'en en faisant le rapprochement avec les statistiques publiées par le Centre canadien pour la cybersécurité, on se rend très vite compte que techniquement, tout ce qui se passe au Canada se passe également dans le monde. C'est un fait. C'est un fait. Donc, le point d'attention que je voulais juste mettre dans cette page, dans cette slide qui est à l'écran, c'est de se dire, OK, on ne reste pas focus sur la partie Canada, OK, essayons un peu de retranscrire cela au niveau des organismes qui sont hors de la zone Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Également plus bas, vous avez les sources que vous pouvez naturellement consulter. D'ailleurs, c'est des sources vraiment assez très bien. Le résumé est parfait, donc ça peut également vous aider à votre propre culture générale.
Alors, mise en garde. Alors, quand j'ai fait ce slide, j'ai légèrement rigolé. Pourquoi? Parce que pour ceux qui le savent un peu, c'est comme des présentations de sécurité offensive, de tests d'intrusion. On va vous dire warning là, comme ça, avant de débuter la présentation. Mais ce n'est pas à la fin, c'est au début. Donc, la petite mise en garde, techniquement, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on parle de conformité ISO 27001, c'est parfait. C'est d'ailleurs, c'est important. C'est important de rester conforme, que ce soit à la norme ISO 27001 ou à d'autres cadres de conformité. Donc, ce que j'ai voulu vous dire ici, c'est la conformité aux ISO 27001 ou la mise en place d'un programme ou un cadre de cybersécurité ne vous donne pas l'assurance à 100% que vous n'êtes pas exposé au risque cyber. OK? Donc, il y a des entreprises, il y a des exécutifs qui vont se dire, nous sommes certifiés ISO 27001, on a suivi toutes les exigences de la norme en soi, alors on est protégé, on n'est pas exposé à des risques. OK? Donc, c'est généralement ce que vous allez entendre, mais faites très attention à ce genre de discours. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis sur pied la norme ISO 27001 ou que vous êtes certifié ou que vous avez suivi toutes les exigences que vous êtes à l'abri. Idem, c'est pas parce que vous êtes allé chercher un programme de cybersécurité qui marche bien, parce que ce que vous devez savoir également, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir votre propre programme ou votre propre cadre de cybersécurité. Donc, c'est pas parce que vous avez fait tout ça que vous n'êtes pas exposé à des risques cyber. D'ailleurs, les entreprises quand même très sérieuses qui ont été victimes de cyber, c'est pas parce que ces entreprises n'avaient pas un cadre de conformité, ok, ou un cadre légal, ok, ou que ces entreprises n'étaient même pas certifiées ISO 27001 ou toute autre certification qui vienne encadrer la cyber, ok. Donc il faut se faire très attention au discours que l'on véhicule, que ce soit au niveau des réseaux professionnels comme LinkedIn ou dans les rencontres avec des professionnels du milieu. Cependant, ces éléments-là vont vous aider à identifier vos risques et à les mitiger avant que les incidents ne puissent survenir, ou les incidents ne puissent se concrétiser, ou des événements ne puissent devenir des incidents. OK? Donc, d'une part, on vous met en garde quand même pour que vous fassiez très attention à ce que vous faites, que ce soit au niveau organisationnel. Et par la suite, on vous dit, en plus des éléments en amont que vous avez exécutés, alors restez à l'affût, OK, et tirez profit de ces éléments de conformité ou des exigences de la conformité ISO 27001 ou des programmes ou des cadres de cybersécurité pour identifier les risques et mettre en place des contrôles ou des mesures de mitigation avant que les incidents ne surviennent. OK? Donc, ça également, c'est quelque chose de très pertinent qu'il faut garder en tête. Et ça doit être une culture même d'entreprise que vous deviez véhiculer au niveau de votre organisation. Alors, l'élaboration d'un plan de cybersécurité suivant l'ISO 27001. Et ici, j'ai essayé de faire un résumé. OK, j'ai essayé de faire un résumé sans toutefois trop rentrer dans le détail des choses. Donc, vous allez voir techniquement qu'on parlera bien sûr de l'élaboration d'un plan de cybersécurité calqué sur la norme ISO 27001 et par la suite, dans les prochaines slides, on verra comment également tirer profit des bonnes pratiques cyber, des bonnes pratiques de l'industrie et des autres cadres de conformité pour améliorer sa posture de sécurité. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Amérique du Nord et plus précisément au niveau du Canada, okay, la norme ISO 27001 est utilisée à plusieurs niveaux, que ce soit dans les entreprises du secteur financier, les entreprises du secteur technologique. Et parfois même aujourd'hui, on est en train de voir des entreprises qui font du consulting en sécurité de l'information se certifier ISO 27001. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose quand même à prendre à la légère. Quand on a déjà un système d'information qui roule depuis un certain bon nombre de temps, on a des données confidentielles
des membres et clients que l'on traite, que l'on stocke, okay, et que l'on diffuse même parfois, il est intéressant d'avoir une certaine, de se mettre en conformité. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez également la certification des personnes. OK? Donc, la certification des personnes, bah, ça va être, vous allez déjà suivre une formation certifiante avec, que ce soit un expert en cyber. Et une fois que vous aurez les compétences requises suivant que ce soit les publications de la norme en soi, vous pouvez naturellement remettre en pratique ce que vous avez appris au niveau des formations dans vos entreprises. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du Canada, aujourd'hui, dans les entreprises, ou même je prends mon exemple à moi, dans l'entreprise où je suis, on a pas mal de personnes qui sont certifiées ISO 27001. En plus d'avoir un périmètre de certification aligné aux exigences de la norme, OK, on a également des personnes qui sont certifiées ISO 27001 qui viennent supporter et maintenir cette certification-là au jour le jour afin de rester toujours conforme. Mais pour ce qui est présenté à l'écran ici, c'est uniquement la certification des entreprises. Et comme je vous l'ai dit plus haut, elle ne se calque pas seulement aux organisations canadiennes, okay? Elle peut également être appliquée aux organisations qui se trouvent en dehors de la sphère Amérique du Nord. Donc ce qui est à l'écran, c'est la déclinaison de 5 étapes clés, OK, pour élaborer un très bon, je dirais très bon plan de cybersécurité aligné à la norme ISO 27001. Donc, si rapidement on essaie d'entrer un peu dans le détail, on vous parle de la compréhension des exigences de la norme. D'ailleurs, ça va de soi avec toute activité que vous faites au quotidien. Avant de vous lancer dans une activité, minimalement, vous deviez comprendre même les rouages de l'activité en soi. Donc ça, je ne vous apprends rien par rapport à ça. Idem avec la norme ISO 27001, il faut déjà comprendre les exigences de la norme. Okay? Qu'est-ce que la norme, quelles sont les exigences minimales de la norme en soi. Okay? Et j'ai essayé de décliner un peu plus haut quelques exigences de la norme que vous pouvez naturellement voir en première étape. On a le contexte de l'organisation, donc c'est la base. L'élaboration de votre plan de cybersécurité va passer par le contexte. Ensuite, il faut comprendre le contexte de l'organisation. Et ici, le contexte on va parler ici des missions, la mission de l'entreprise, il faut savoir, OK, les valeurs, les objectifs, OK, ça également, il faut comprendre, OK, les activités, OK, de l'organisation, ça également, c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre très bien le contexte. Vous pouvez également faire des analyses de force-faiblesse en utilisant des éléments tels que SWOT, par exemple, qui va vous aider également de bien comprendre le contexte organisationnel. L'entreprise également ou l'organisation, pour bien élaborer son programme ou son plan de cyber, doit faire preuve de leadership et d'engagement. Généralement, on va parler des exécutifs. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'exécutifs, ils ont la capacité d'orienter comme ça, OK, la décision de certaines parties prenantes qui sont inférieures à eux, ce qu'on va appeler ici les moins 1 du top de l'hierarchie. Donc, c'est pour ça que eux, avec leur engagement et leur adhésion au projet de l'élaboration du plan de sécurité, ils vont orienter certaines parties prenantes qui, de base, ne sont pas trop d'accord. Parce que mettre en place un plan de cybersécurité, tout le monde ne peut être d'accord, okay? Parce que ça va générer de la charge de travail, ça va modifier les processus, ça va modifier les activités. Donc, l'organisation, les leaders doivent faire preuve vraiment de leadership pour pouvoir orienter également certaines autres parties prenantes. Bah, ensuite, c'est clair qu'il faudra faire une planification du SMSI avec toute autre activité. Vous devez naturellement penser à cela. Alors, il faut offrir un support organisationnel. Bah, le support organisationnel ici, vraiment, ça va du général vraiment au particulier. Et le support ici organisationnel peut être vu sur plusieurs angles. OK, donc il faut pas être carré. Ça va être soit des ressources, que ce soit des ressources financières, matérielles, humaines, etc.
Ensuite, les opérations du SMSI, bah, une fois que c'est correct, ok, on entre dans les opérations du système de management de la sécurité en soi. On dit généralement qu'on pousse le système à mode run, ok, on pousse le système à mode run. Et une fois que le système est en mode run, ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer si le plan de cybersécurité est performant. Alors, est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il reste aligné aux exigences de la norme? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est efficient? Donc, on va évaluer, on va produire des indicateurs, ok? On va produire des métriques qu'on pourra naturellement présenter à la hiérarchie. Et par la suite, on va prendre des décisions pour améliorer continuellement le système. Donc, vous voyez que ce n'est pas un hasard que toutes les étapes sont quand même très bien séquencées afin que chaque intervenant puisse savoir ce qu'il y a lieu de faire jusqu'à l'amélioration continue de cette étape-là. Par la suite, on va mener une évaluation initiale de la situation. Okay? D'ailleurs, c'est un peu important de souligner ce point parce que ça va vous permettre, en fonction des résultats que vous allez tirer dans cette partie, de bien scoper votre travail et de développer les contrôles que vous allez mettre en place. Et dans cette étape, on va identifier les actifs. Bah, ce que vous devez savoir aussi ici, c'est que si, en élaborant votre plan de sécurité, bah, c'est clair qu'il faut comprendre les process, il faut comprendre les activités. En termes d'actifs, il faut savoir, okay, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut faire un inventaire des actifs. C'est un peu la base. D'ailleurs, l'inventaire des actifs en soi, c'est un contrôle en sécurité, que ce soit au niveau de l'annexe A, d'ISO 27001, 27002, on vous parle d'inventaire des actifs, que ce soit au niveau du 800-53, du NIST 800-53, on vous parle, que ce soit au niveau des objectifs de sécurité du NIST CSF, on vous en parle. Donc, techniquement, vous vous rendez compte que non seulement c'est une recommandation de bonne pratique, et en soi, c'est un contrôle. Ça peut être spécifiquement un contrôle. Donc, une fois qu'on a fait l'identification de ces actifs, OK, c'est correct, on a dressé la liste, c'est parfait. On va aller évaluer les menaces et les vulnérabilités qui peuvent peser sur ces actifs-là. OK, donc l'évaluation des menaces, vous avez plusieurs cadres également qui peuvent vous intéresser à faire cela. Dans les entreprises un peu sérieuses qui se respectent, vous allez voir qu'il y a des équipes qu'on appelle généralement les équipes de modélisation de menaces. Donc, en collaboration avec les équipes de gouvernance, elles vont évaluer les différentes menaces et elles peuvent se baser sur des éléments tels que le Strike LM, le MITRE ATT&CK ou d'autres éléments organisationnels développés en interne. Et par la suite, on va aller apprécier les vulnérabilités sur ces actifs-là. OK? Les actifs, est-ce qu'ils sont vulnérables? Et l'appréciation des vulnérabilités, on peut le faire par différentes approches. Ça peut être un scanning de vulnérabilité, ça peut être des observations, ça peut être même des questionnaires. Et en fonction de tous ces éléments, on va faire une analyse des risques. Okay? On va faire, dans votre analyse de risque, vous avez quand même déjà des facteurs très, très, très pertinents, okay, qui peuvent appuyer votre analyse de risque. Vous avez inventoré vos actifs, vous avez une très bonne compréhension du contexte de l'organisationnel, vous avez évalué vos menaces, vous avez vu la situation de vos vulnérabilités. Et en fonction de ces éléments-là, vous pouvez déjà très bien calculer la probabilité, vos différentes probabilités d'impact et probabilité de survenance. Donc, ça va vous aider comme ça à faire votre analyse de risque. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse de risque, vous pouvez également coupler cela à une évaluation des contrôles. D'ailleurs, c'est une activité très pertinente. Et pour la petite histoire, j'en fais actuellement des évaluations de contrôle. Mais non, l'évaluation des contrôles, il n'y a pas une norme ou je dirais une norme, c'est mieux de dire une norme qui vous exige qui vous donne des exigences. Je dis bien exigences, VISOS, directive. Donc, qui vous exige sur le comment vous allez évaluer vos contrôles. Vous pouvez développer votre propre plan d'évaluation de contrôle qui soit juste calqué à votre plan de cybersécurité. Okay? Vous pouvez vous baser, par exemple, sur le NIST 800-53A, okay? Qui décrit très bien déjà comment faire des évaluations de contrôle. Et en fonction de cette évaluation, vous allez sortir une sorte de gap analysis. Donc, le gap analysis ici va vous aider, va vous être utile pour savoir votre situation actuelle, okay, la situation passée, la situation actuelle et même la situation projetée ou la situation cible. Okay. Et à la sortie de cette activité, bien sûr, il vous faut documenter la documentation ISO 27001. Je pense même que, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr,
C'est l'une des normes quand même qui met beaucoup d'accent sur la documentation. OK? D'ailleurs, il faut documenter tout ce que vous faites. Donc, d'où la production d'un rapport d'évaluation initiale. Une fois que c'est fait, on scope les activités. OK? On scope l'activité, on identifie les activités, les processus clés. J'aurais dû mettre clé en rouge. Pourquoi? Parce que une entreprise, aussi vaste qu'elle peut être, elle a plusieurs processus. Donc, la norme recommande de se concentrer sur des processus qui ont plus de valeur pour l'organisation. Okay? Il ne sert à rien d'investir de l'argent, des ressources humaines et du matériel sur des processus qui n'ont pas de la valeur pour l'organisation ou qui ne sont pas des processus clés. Okay? Par la suite, on va cartographier les flux, on va identifier les parties prenantes. Les parties prenantes, on doit les identifier. Pourquoi? Parce que l'engagement de la direction va également servir à orienter ces parties prenantes pour qu'elles puissent, pour moi, embrasser le projet. OK? Ensuite, on va définir les exclusions et produire à la fin, que je n'ai pas forcément mis, une déclaration d'applicabilité pour le scope. Par la suite, on va mettre en place des mesures en fonction des activités 2 et 3, OK, plus l'activité 2 avec l'évaluation initiale. On va mettre en place des mesures de sécurité. Pour les mesures de sécurité, la liste que vous voyez à l'écran, elle n'est pas exhaustive, bien sûr, il y en a plusieurs. L'organisation peut développer ses propres contrôles aussi, il n'y a pas de souci, en fonction de ses objectifs stratégiques et de ses exigences en termes de sécurité de l'information. Donc ça, il ne faut pas oublier, OK? On est tous d'accord. Donc, développer et mettre en œuvre les mesures de sécurité, aussi, il faut faire très attention avec le jargon. Au niveau d'ISO 27001, on parle beaucoup de mesures de sécurité. OK? Dans d'autres cadres, on va vous parler de contrôle. Il y en a certains qui vont vous parler de mesures de mitigation. Donc, après, techniquement, il faut juste savoir où et comment bien orienter l'utilisation de certains thèmes. OK? Donc, pour le développement et la mise en place des mesures de sécurité, ici, vous pouvez vous baser sur la 27002, OK? Qui va être un très bon point de départ. Okay, avec l'amélioration de la 27002 pour la version 2022 qui rend également encore les choses très user-friendly. Vous pouvez également vous baser dessus. Vous pouvez baser également sur du CIS, sur le NIS 800-53. Bref, il y en a énormément et vous pouvez développer vous-même vos contrôles. Et à la fin, vous allez planifier les outils internes également, ça c'est pertinent. Vous allez les réaliser et par la suite, vous allez aller vers la conformité ISO 27005. Et naturellement, quelque chose également que je n'ai pas mis dans le document, c'est qu'on va rester dans l'amélioration continue. J'aurais dû mettre également ça à la fin, okay, tout en restant aligné au principe de PDCA, Plan Do Check Act, pour continuellement améliorer le plan. Parce que les actifs, ça bouge, les processus, ça bouge beaucoup, OK? Il faut les contrôles, ça bouge, les menaces, ça bouge, les vulnérabilités, ça bouge. Donc, techniquement, il faut constamment rester dans un concept d'amélioration continue pour être prêt à anticiper sur les éventuels changements. Donc, ceci, je vous l'ai dit au départ et je vais toujours, je ne cesserai jamais de le dire, que ce soit même au niveau de mes cours que je donne à des étudiants ou même avec mes collègues au boulot, ISO 27001, c'est pas le seul. Okay? C'est pas le seul cadre de conformité. OK? Il a fait ses preuves et il continue à faire ses preuves, que ce soit au niveau des organisations canadiennes ou même dans le monde en général. Mais, OK, vous deviez quand même comprendre que ISO 27001 en soi n'est pas le seul. C'est pour ça que je n'ai juste pas voulu carrer cette présentation au niveau de la 27001 parce qu'après, chacun a sa façon de comprendre les choses et c'est bien également d'ouvrir le scope afin de donner libre arbitre, okay, aux différents intervenants de ce webinaire à savoir au moins ce qui se passe ailleurs. Même si vous n'adoptez pas parce que vous êtes déjà conforme ISO 27001, au moins de savoir qu'il en existe certaines. Donc, le texte qui est à l'écran, c'est « Les entreprises peuvent élaborer elles-mêmes leur plan de sécurité ». Ça, c'est correct. Vous avez le choix, vous avez la liberté de faire cela. OK? Donc, si vous le faites, ça va être en fonction de vos objectifs stratégiques, de vos besoins et exigences en matière de sécurité
OK? Donc, vous avez la possibilité de développer vous-même votre plan de sécurité. Maintenant, vous pouvez également tirer profit des autres cadres tels que le NIST CSF, le Cyber Security Framework, COBIT ou encore ISO 27010, OK, qui est également très complet pour l'élaboration et la mise en place d'un plan de sécurité. Donc, dans les prochaines slides, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tirer vraiment profit, OK, des bonnes pratiques de l'industrie et des autres cadres. Et juste ici à côté, je vous ai mis les sous-catégories CSF 2.0. Donc, on parlera de CSF 2.0 ici, OK, que vous pouvez aller piocher dans le cadre NIST CSF pour pouvoir développer votre plan de sécurité ou mettre à niveau votre plan de sécurité. Donc, je précise encore que la liste n'est pas exhaustive, OK, et vous avez la possibilité, comme je l'ai dit ici plus haut, c'est de custom, OK, votre plan de sécurité. Que ce soit si vous tirez profit du NIST CSF, du COBIT ou de la 27110, vous avez également la possibilité de faire des ajustements en fonction de vos objectifs stratégiques et de vos besoins et exigences en matière de sécurité. Donc, rapidement, on copie ce qui se passe au niveau de la 27001 pour l'élaboration du plan de sécurité, c'est la compréhension de l'organisation. OK, on va comprendre l'organisation, les objectifs, les missions, les valeurs, l'analyse. Et au niveau du CSF, c'est le GVOC. GV, c'est gouvernance. OK, vous avez le gouverne, OC qui est cet objectif de sécurité qui va vous permettre de comprendre l'organisation. OK. Ensuite, on va identifier ses besoins et exigences en matière de sécurité. Également, on retrouve ça dans la sous-catégorie GVOC. OK? On pourra par la suite établir une politique de sécurité de l'information. Ça également, c'est pertinent à le savoir et je pense même que vous comprenez très bien le besoin. Toujours dans la partie gouvernance, GVPO, OK, côté NIST CSF 2.0. Ensuite, on va identifier les rôles et les responsabilités. OK, GVRR, rôle et responsabilité. OK. Ensuite, on va mettre en place une stratégie de gestion des actifs. Si vous vous rappelez, dans l'élaboration d'un plan de sécurité suivant la 27001, on a parlé d'inventaire des actifs. Donc ici, on va parler de stratégie de gestion des actifs qui est quand même très haut niveau parce que dans cette stratégie de gestion des actifs, on va parler de l'inventaire, on va parler également de la priorisation, on va parler de la catégorisation, on va parler de la classification, on va parler de l'attribution d'un actif à un propriétaire. Donc, on reste vraiment très haut niveau et on est dans la famille ID pour Identify Access Management. OK? Ensuite, on va opérationnaliser un processus de gestion des risques. Idem, vous voyez que la conformité ISO 27001, on a parlé d'analyse de risque. Si vous vous rappelez un peu plus haut, si je remonte un peu rapidement la présentation, vous vous rappelez. Donc là, on avait analyse des risques. OK? Donc rapidement, ici, on a également processus de gestion des risques en sécurité de l'information. J'ai pris la peine de préciser pourquoi. Parce que on a des risques que vous pouvez avoir des risques en PRP, vous avez des risques en fraude, vous avez des risques en lutte au crime financier, vous avez des risques environnementaux. Donc, on reste en sécurité de l'information, bien sûr. OK? IDRA, Risk Assessment. Ensuite, on va identifier les vecteurs d'attaque qui pèsent sur le système. Donc, ça fait le pont avec ce qu'on a vu ici plus haut, c'est l'identification des menaces. OK? Vous voyez que techniquement, ça se rapproche. OK? On n'invente rien. OK? On essaie juste de tirer profit des différents cadres et normes pour custom notre plan de sécurité. OK? Voilà. Donc, on va identifier les vecteurs d'attaque. Dans l'identification des vecteurs d'attaque, il reste quand même très haut niveau. OK? On va aller chercher les chemins d'attaque possibles, ce qu'on appelle les chemins opérationnels des vecteurs d'attaque, bien sûr. On pourra aller chercher également les différentes vulnérabilités, etc. Et pour tirer profit de cela, on pourra se baser sur des éléments tels que le Mitre Attack, OK, Stride LM, OK, vous pouvez également, ou le Cyber Kitchen. Donc vraiment,
libre à vous de choisir ce qui vous intéresse. Ou même, vous pouvez développer votre propre approche qui répond à vos besoins. Donc, on est libre là-dessus. Ensuite, il faut assurer la sécurité des applications et procéder aux tests de sécurité. OK? Ici, on ne reste pas carré aux applications web, on reste vraiment au niveau des applications en général. Aucune entreprise aujourd'hui ne va se lever et se dire on n'a pas d'application dans notre SI. Aucune. Donc, minimalement, on a des applications. Donc, alors, il faut assurer la sécurité de ces applications et procéder aux tests. OK? Ici, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Je vous donne les grandes lignes. Maintenant, après, vous pourrez développer ces éléments-là pour entrer dans votre programme de cybersécurité. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document que vous allez présenter à votre hiérarchie. La hiérarchie doit stamper, doit valider le document. S'il y a des ajustements à faire, vous devez faire les ajustements et communiquer le document aux différentes parties prenantes par la suite la mise en opération du plan de sécurité. Okay, donc là, je vous donne juste des grandes orientations. Au niveau de la sécurité des applications, je n'ai pas tiré de long à large. Je suis allé au niveau du OWASP, okay, que ce soit pour les applications mobiles, okay, et pour les applications web. Maintenant, pour d'autres types d'applications, il y a d'autres cadres comme le SDLC pour le Software Development Lifecycle, okay, que vous pouvez également entrer dans votre culture organisationnelle au niveau de la sécurité de vos applications. Okay. Ensuite, on va définir les mesures de sécurité cryptographique. Donc, pour le PRDS, okay, au niveau du CSF 2.0, on va rentrer un peu dans ce qu'on disait dans l'ISO 27001, dans l'élaboration du plan de sécurité avec l'ISO 27001, où on parlait de mesures de sécurité. Donc, si je remonte un peu rapidement, vous l'avez vu, c'était ici. OK? Développer et mettre en œuvre les mesures. Donc, à l'intérieur, j'aurais bien pu mettre mesures de sécurité cryptographique. Les mesures de sécurité cryptographique, vu qu'on parle de NIST CSF 2.0, ça entre dans la protection des données. OK? Dans le NIST, on parlera de PRDS, protection data secure. Ensuite, gestion des vulnérabilités, c'est quand même très large parce que la gestion des vulnérabilités, on prend en considération l'appréciation des vulnérabilités jusqu'à la gestion des correctifs. OK? Donc, quelque chose que je n'ai pas voulu limiter au niveau de cet item, c'est de calquer l'élément sur appréciation des vulnérabilités parce que l'appréciation des vulnérabilités, c'est un élément qu'on extrait de la gestion des vulnérabilités. Donc, je ne peux pas apprécier les vulnérabilités sans avoir la notion de gestion des correctifs. Maintenant, lorsque je parle de gestion des vulnérabilités, on a l'identification des vulnérabilités, on a l'appréciation des vulnérabilités, on a la gestion des correctifs, le suivi, etc., etc., etc. Donc, pour ne pas rester dans la partie CSF 2.0 du plan de sécurité, on va aller chercher également ce qui se passe au niveau du 800-53 et je suis allé vous prendre le RA5, okay, le RA5 qui vous parle bien sûr ici de gestion de vulnérabilité. Au niveau des configurations aussi, on est toujours dans la partie mesure de sécurité. Hein, on reste dans la partie mesure de sécurité. OK? Je vous ai cherché le CM, Configuration Management, issu du NIST 800-53. Et pour ceux qui sont très attentifs, vous aurez vu que on part de l'ISO, on part du CSF, on entre dans le 800-53. Donc, aujourd'hui, les organisations le font. D'ailleurs, où je travaille aujourd'hui, on le fait. OK? Donc, c'est vrai que ça nécessite de la compréhension, de la compétence, parce que les personnes qui font rouler ces activités-là doivent être compétentes et doivent avoir la compétence pour comprendre ces éléments-là. Gestion saine des terminaux, également, c'est un contrôle. On a le AC19 au niveau du 800-53 également qui peut vous aider à aller assurer une gestion saine des terminaux. Et vous aurez remarqué que ici, je suis resté quand même très, très, très haut niveau. Pourquoi? Parce que la gestion saine des terminaux, ça veut dire beaucoup de choses. OK? Donc, dans la gestion saine des terminaux, on peut avoir, par exemple, on a des directives comme l'utilisation correcte des actifs. On a le fait qu'il faut avoir un anti-malware, par exemple, au niveau des terminaux. On a beaucoup d'éléments en fonction de l'organisation qui applique le contrôle. Okay? C'est pour ça que si vous allez regarder au niveau du 800-53, okay, et au niveau de la discussion du AC19, ils vous expliquent ce qu'ils ont à vous expliquer. Maintenant, ils vous donnent la possibilité avec ce qu'on appelle des objectifs de développement, des ODP,
de custom, OK, de custom la déclaration de l'objectif du contrôle en fonction de vos exigences, en fonction de votre situation opérationnelle. Gestion des changements, je vous ai repris le CM, OK. Gestion des maliciels, au niveau 813.53, on a le SI3 quand même pour la gestion du code malveillant, OK. Quand je parle de code malveillant ici, c'est tout ce qui est malware, etc. Il faut surveiller les réseaux, OK. Je remonte encore au niveau du NIST CSF 2.0, on a le DECM pour dans la famille Detect, OK. On va aller faire de la détection, OK. D'où la surveillance. Ensuite, on va mettre des contrôles d'accès, un peu c'est la base, OK, toute la partie IAM, GIA, etc. OK. Et dans les versions 1.0 du CSF, c'était PRAC. Donc là, je pense qu'ils ont changé avec la 2.0, c'est PRAA. OK. Donc, gestion des accès, c'est parfait. On reste toujours au niveau des contrôles. Ensuite, on fait un peu de sauvegarde, bien sûr. OK. Tout à l'heure, on parlait de rançon logiciel. OK. S'il n'y a pas de sauvegarde saine, alors comment est-ce qu'on fait pour relancer le SMSI? Donc, contrôle 800-53A qui rentre également dans l'élaboration de votre plan. Donc, une fois que vous faites toutes ces étapes et que vous avez un document final, OK, vous pouvez faire apprécier cela par vos pairs. Ensuite, on gère les tiers, OK, une entreprise qui fonctionne, qui a des activités, qui fait rouler un business quand même cohérent, OK, à des fournisseurs qui accompagnent l'organisation. Alors, comment est-ce qu'on gère les tiers? Le 800-53 a défini un ensemble de contrôles que j'ai mis SR. Je suis resté dans SR parce que dans SR, on a plusieurs contrôles, OK, que vous pouvez piocher comme ça pour supporter votre plan de sécurité. OK? Donc, dans le SR, vous avez la possibilité d'aller chercher tous les contrôles pour le supply chain afin de bien gérer les tiers, que ce soit au niveau des analyses des risques des tiers, examen des tiers, revue des tiers, la provenance. Bref, vous avez une bonne gamme de contrôles qui peuvent supporter votre plan de sécurité dans la gestion des tiers. Et l'un des éléments quand même très importants qu'on ne cessera jamais de vous dire, c'est la formation et la sensibilisation. Donc, minimalement, si vous avez un programme de sécurité bien détaillé, OK, qui doit être validé par la hiérarchie, il est intéressant d'entrer dans le détail des choses. OK? Et la formation, la sensibilisation, comme ça, sont des éléments également qui vont supporter également votre plan. Côté CSF, vous avez le PR, AT pour la formation et on est de la protection, on est dans la protection, OK? Et on fait de la formation et de la sensibilisation. Quelque chose que j'ai trouvé également très pertinent de rajouter, c'est les mécanismes de partage d'informations sur les menaces. Franchement, vous ne deviez pas négliger. Vous ne deviez pas négliger cet élément. Il faut échanger les informations à deux niveaux. Au niveau interne, donc, toutes les parties prenantes, OK, doivent également se partager de l'information. Ça peut être l'information sur les menaces internes. Ça peut vous aider, par exemple, à identifier les scénarios de risque de votre entreprise. Ça peut vous aider à chercher des contrôles supplémentaires, OK? Et vous avez également le partage d'informations en externe. Donc, dans votre plan de cybersécurité, il faut que vous incluez cette partie, OK? Au niveau de l'interne, vous pouvez vous baser sur des éléments tels que le CTI, OK, le Cyber Threat Intelligence. Aujourd'hui, il y a même du XTI, OK, ou également, vous pouvez échanger les informations avec d'autres organisations, OK. Donc, ça également, vous pouvez juste développer les bons garde-fous pour encadrer l'activité d'échange d'informations. Et faites très attention à savoir que, j'aurais dû mettre un petit warning, que si vous faites un partage d'échange d'informations inter-organisation, il faut juste vous assurer que vous ne partagez pas de l'information que vous n'avez pas droit ou de l'information hautement confidentielle. Donc, il faut juste bien encadrer l'activité et en soi, dans votre stratégie de cyberdéfense, dans votre plan de sécurité ou dans votre programme de cybersécurité, vous deviez inclure ces éléments-là. Ensuite, mettre en place un plan de continuité des activités, ça, c'est également pertinent. Et je suis allé le chercher dans le CSF de 2.0.
OK? Dans RC, on est déjà dans la famille recovery. OK? Recovery. Donc, il faut que les activités puissent continuer en cas de sinistre. OK? Ici, moi, je ne vous apprends pas grand-chose, je ne vous apprends rien. Vous êtes déjà au courant de ces éléments. Et même si on essaie de ramener ça à la vie courante, aujourd'hui, si vous avez un véhicule et que votre véhicule, vous faites du taxi avec, OK? Si votre véhicule a des problèmes, bah, c'est clair qu'à un moment donné, vous n'allez pas rester sans travail parce qu'après, il vous faut ramener de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer l'activité? Alors, il faut relancer l'activité. Relancer l'activité, ça va être dans la vie courante. Aller s'acheter un nouveau taxi, par exemple. OK? Gestion des incidents, il faut le faire. Planifier les activités de tests d'intrusion aussi. OK, ça c'est pertinent. Évaluer le SMSI pour s'assurer qu'il reste efficace, efficient. Ça c'est parfait. Donc là, je l'ai mis bonne pratique. OK, parce que je n'ai pas trouvé, du moins peut-être je n'ai pas très bien cherché, un contrôle ou dans le 853 qui peut supporter cela. Et maintenir, améliorer et mettre à jour le plan de cybersécurité et l'information documentée, parce que je vous ai dit plus haut, les actifs, ça bouge, les menaces, ça bouge, les vulnérabilités, ça bouge, les processus, ça bouge. Alors, on doit rester dans l'amélioration continue et la mise à jour de l'information documentée. Demain, si un homme nous dit, il faut qu'on ait à même de communiquer l'information à l'auditeur. Ou si on doit se conformer à des autorités de réglementation telles que l'AMF au Canada, par exemple, pour les entreprises qui traitent du secteur de la finance, on doit avoir de l'information documentée qu'ils peuvent apprécier. OK? D'ailleurs, si vous êtes sujet à la réglementation ou aux exigences spécifiées par l'AMF et que vous ne le faites pas, bah, c'est clair qu'il n'y a pas de document, c'est clair qu'en soi, c'est une non-conformité. La multiconformité également, c'est pertinent. Okay, c'est ce que je vous disais. Les entreprises, vous avez la flexibilité, vous avez la possibilité d'en coupler. Okay? On vous parlera ici, par exemple, de la 27110, du NIST CSF, de COBIT 2019, qui sont tous des cadres de cybersécurité que vous pouvez utiliser en entreprise pour pouvoir accentuer votre posture de sécurité. Donc, ici à côté, j'ai essayé d'expliquer en 3 paragraphes pour les 3 items comment est-ce que ces cadres fonctionnent et comment est-ce que vous pouvez bien sûr les ajuster. Il y a des entreprises qui les utilisent tous, c'est pas mauvais en soi, ok, mais il faut juste éviter de ne pas faire du travail en double. Côté TI, par exemple, vous pouvez très bien travailler avec le COVID-19, sécurité de l'information CSF, mais il faut juste faire attention à la ligne rouge qui sépare la TI et la sécurité de l'information. Et quelques bons coups qu'il faut souligner et avant de rapidement clôturer la présentation, c'est le leadership et l'engagement. La direction doit s'impliquer activement, elle doit démontrer son engagement avec la cybersécurité et soutenir le projet de plan de sécurité ou l'élaboration de ce plan de cybersécurité. Cette même organisation doit fournir les ressources, donc elle doit veiller à ce que les ressources soient allouées. Et en termes de ressources, ici, on parle de finances financières et des employés. Elle doit également veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient compris. Donc, chacun doit connaître ce qu'il fait. Et le personnel compétent doit savoir ce qu'il fait. OK? Et au final, la culture du risque, c'est un peu la base. Aujourd'hui, tout le monde, on parle des risques. OK? Que ce soit des risques en sécurité de l'information, des risques environnementaux, on a la culture du risque. Donc, tous les salariés, quelle que soit leur fonction, doivent avoir connaissance des différents risques qui existent afin de les permettre d'acquérir des comportements et des bons réflexes pour savoir comment réagir en cas d'événements désastreux. Donc, pour ainsi dire, on a essayé un peu de brosser de façon générale, je dirais générale, le comment, le pourquoi on doit élaborer un plan de sécurité. Et l'un des points que je souhaitais mettre quand même sur la table, je ne veux pas toujours cesser de vous le dire, je vous le dis toujours, c'est ne restons pas calqués à l'écosystème canadien parce qu'après, OK, les mêmes éléments qui ont été vus dans cette présentation peuvent être répliqués aux entreprises qui se trouvent hors de la sphère Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît?
Alors, j'ai vu les questions dans le chat. Quels sont les pièges les plus courants auxquels les organisations canadiennes sont confrontées lorsqu'elles effectuent des évaluations de risque pour se conformer à la norme ISO 27001? Voilà, très très bonne question. Tu parles des pièges les plus courants. Bah, les pièges les plus courants, bien sûr, je commencerai déjà par la culture du risque. Mais dans ta question, quand même, tu as dit lorsqu'elles effectuent des évaluations des risques, OK, ou des évaluations de contrôle, peu importe. Le problème, c'est que si l'organisation ne fait pas preuve de leadership pour soutenir, parce qu'il faut soutenir le projet d'appréciation des risques. Quand il dit soutenir le projet, c'est de mettre en place des ressources adéquates, OK? À la sortie de l'évaluation des risques, OK, on a les risques qu'on a identifiés, on a les risques qu'on a priorisés, on doit bâtir des plans d'action pour traiter ces risques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bâtir un plan d'action pour traiter un risque, ça va être probablement un budget qu'il faut sortir de la poche pour traiter le risque. Donc, l'organisation doit être consciente que si on a des risques en sécurité de l'information et qu'on bâtit des plans d'action pour traiter ces risques-là, alors on doit savoir également que c'est de l'argent et on doit être prêt à sortir de l'argent pour aller recruter peut-être des personnels compétents pour traiter ces risques-là, pour aller acheter un nouveau matériel pour traiter ce risque. Okay? Je vais te prendre un exemple. On s'est rendu compte que dans une analyse de risque, on est victime, on est exposé aux attaques DDoS. Alors, recommandation, c'est de, par exemple, passer les serveurs DNS chez un CDN comme Cloudflare ou comme Akamai. OK? On va se renseigner, on se rend compte que la licence d'Akamai, c'est 100 000 $ l'an. Mais on a des activités derrière les serveurs qui sont très critiques au DDoS. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la culture du risque, c'est que l'organisation doit être prête à mettre sur pied des ressources pour aller acheter, OK, la licence chez Akamai pour protéger les serveurs contre les attaques de services. Et le problème et les pièges, c'est que généralement, les gens acceptent des risques très élevés en se disant que oui, ça ne va jamais nous arriver, personne ne nous guette, bah, on travaille dans notre petit coin, on est tranquille. Donc ça également, c'est à faire attention. Comment les petites organisations disposant de ressources limitées peuvent mettre en place efficacement la norme? Alors, ISO 27001, ce qui est bien dans la norme avec ISO 27001, c'est qu'ils vous disent qu'elle peut être appliquée à tout type d'entreprise. OK? Elle peut être appliquée à tout type d'entreprise. Et ISO 27001 vous recommande ceci. Si vous voulez vous conformer à la norme ISO 27001, l'une des erreurs que les entreprises ont fait, c'est qu'elles sont conscientes qu'elles sont très petites, elles ont des ressources limitées, mais parce qu'elles opèrent dans un secteur d'activité qui est très réglementé, que ce soit, je dis au Canada, à Québec, l'AMF par exemple, elles veulent se conformer trop rapidement et aller certifier un gros périmètre. Non, si vous avez des ressources limitées, d'ailleurs, la norme vous le dit, je n'invente rien, la norme vous le dit, commencez par un périmètre réduit. OK? Ça peut être les limites organisationnelles, si c'est plus petit. Ça peut être les limites de la sécurité de l'information. Ça peut être un processus. Ça peut être une activité. OK? Donc, vous commencez de façon très, très, très réduite en fonction de votre budget. OK? En fonction de vos ressources, parce qu'on parle de ressources, mais après, il y a des êtres humains derrière. Donc, vous commencez de façon plus petite et vous évoluez progressivement, quitte à ce que, au final, vous aurez couvert peut-être une plus grande partie. Et au niveau des contrôles aussi, plus vous commencez petit, plus vous avez la possibilité d'aller chercher du budget pour traiter des problèmes qui sont dans votre capacité financière ou dans votre capacité humaine, quoi. Quelles sont les meilleures pratiques pour aligner ISO 27001 avec d'autres normes spécifiques de l'industrie? Alors, si je reviens comme PCI DSS, si je reviens à la slide de multiconformité, ici, j'aurais bien pu mettre également PCI DSS. OK? Donc, dépendamment de l'activité, si tu es une entreprise du secteur de la finance, OK, je vais prendre le cas d'une banque nationale, Desjardins, etc. En plus de la conformité ISO 27001 qui va être fait par la sécurité de l'information ici, OK? Vous pouvez également, d'ailleurs, vous avez même l'obligation, OK, de faire une évaluation PCI DSS parce qu'après, il y a des organismes de réglementation qui vous le demandent. On veut avoir l'état de vos contrôles suivant les exigences de PCI DSS. OK, donc les deux normes cohabitent ensemble. OK, donc d'une certaine façon, on va vous demander votre ticket d'entrée sur le marché badge ISO 27001. Il faut le faire. OK, puisque vous roulez
dont la finance et que la finance est assujettie à pas mal d'aspects réglementaires, alors vous pouvez rappeler du PCI-DSS avec les contrôles de PCI-DSS pour pouvoir vous conformer. Okay? Je prends le cas de l'AMF au niveau du Québec, par exemple. Maintenant, derrière, ce qui est bien avec la multiconformité, c'est que vous ne reposerez plus les questions d'évaluation deux fois. Donc, si vous avez fait une évaluation 27001 et quand on vous a demandé, par exemple, si le principe de moindre privilège est mis en place et que le responsable de ce contrôle a dit oui, le principe de moindre privilège est mis en place, voici la preuve et voici l'échantillon qui permet de valider cela. Dans PCI-DSS, si on vous repose la même question, alors vous allez juste réutiliser l'évidence qui a été validée dans l'ISO 27001 pour pouvoir répondre à l'exigence PCI-DSS. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, que pensez-vous de la norme Cybersécurité Canada proposée par le gouvernement? Alors, personnellement, je dirais, tu vois, c'est toujours la bienvenue d'avoir pas mal de normes qui arrivent. D'ailleurs, il y en a une panoplie. Ce qui est cité à l'écran, ce n'est que 3. OK? Donc, pouvez-vous mettre fin à la session après celle-ci? Donc, c'est toujours une bonne chose, personnellement. Maintenant, si elle peut cohabiter avec d'autres normes, en soi, c'est encore parfait. Et ça reprend un peu la question précédente avec ISO 27001 et PCI-DSS. Ces différentes normes également ont un ensemble de contrôles qu'il faudra suivre. Donc, si tu en as bien répondu et que tu as fourni des évidences, tu peux naturellement juste faire de la réutilisation. Donc, je présume qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Je vous remercie pour votre temps d'ailleurs et votre participation. Et merci encore une fois de plus à PECB pour cette magnifique opportunité. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao, bye bye.